ho ho, bienvenue dans le podcast Radio Charmette numéro 3, si vous l'écoutez le jour de sa sortie. Nous sommes le 30 novembre, demain, peut-être que certains d'entre vous vont commencer à ouvrir leur calendrier de l'Avent, vont commencer à se projeter un peu sur cette fin d'année 2025. On a l'impression que le début janvier n'était pas si loin, et pourtant 2025 touche déjà à sa fin. Et reniflez un petit peu là, on sent déjà un petit peu les bonnes odeurs de dinde qui dort dans le four, on sent que le chapon se prépare, on voit venir les escargots, le saumon fumé, et rien que de vous en parler, j'ai déjà l'eau à la bouche. On est prêt à réveillonner, mais avant tout ça, on va vous présenter ce nouveau numéro du podcast. De nouveau, des actualités brûlantes de ce qui se passe à l'IGIA. Notre grand témoin, ce sera Kevin Charret qui viendra nous présenter son métier d'instructeur de locomotion. Et puis ensuite, nous aurons comme tous les mois le micro-trottoir avec un personnel mystère. C'est Radio Charmette numéro 3. Le mois de décembre va s'ouvrir avec nous. Bienvenue et merci d'être encore aussi nombreux à nous écouter. Bienvenue dans la première rubrique de notre podcast de novembre, vous la connaissez par cœur maintenant, c'est IJ Actu. Pour cette première rubrique de ce podcast, je suis entouré de Morgane à ma droite et Nolan à ma gauche, qui tous les deux vont vous raconter la semaine socio qui s'est tenue lors de début des vacances de la Toussaint. C'était en octobre dernier. On t'écoute Morgane, qu'est-ce que vous avez fait le lundi ? Alors le lundi, nous étions au bowling avec les éducateurs. Ça s'est super bien passé. Et qui a gagné ? Dorine. Ah là, elle est trop forte cette Dorine. Et chez les élèves, qui est-ce qui a gagné ? J'ai failli gagner. T'as failli gagner, t'as eu combien de points ? 78. Et toi Nolan, combien de points ? 80. Ah, et ben Nolan était un tout petit peu devant Morgane. Je crois que vous avez fait ensuite des choses différentes, mardi, mercredi et jeudi. Est-ce que vous pouvez, chacun de notre tour, nous raconter pour tous les gens qui nous écoutent, votre journée de mardi ? Bien sûr. Alors le mardi, donc moi j'ai fait activité sportive avec Johnny et Kevin. On était en deux groupes. Donc il y avait un groupe qui faisait du basket et un groupe qui était à l'intérieur pour faire des renforcements musculaires, du tapis, l'elliptique et du showdown bien sûr. Et l'après-midi, j'ai fait une petite activité peinture. Donc on a fait une fresque avec Franck et Sacha et Zinedine. Et moi, le mardi matin, j'ai fait DVD popcorn. Et l'après-midi, on a été au trampoline park. Alors c'était quoi DVD Popcorn, tu peux nous expliquer ? Bien sûr. On a regardé Noces funèbres, c'est un film... De Tim Burton, ouais. De Tim Un Burton. film d'animation, ouais. Et en mangeant du popcorn, j'imagine. Oui, c'est ça. Vous avez dû vous régaler. Oui. Et l'après-midi, le trampoline park, c'était où ? C'est à Vichy. Très bien, on va passer la journée de mercredi. On t'écoute, Nolan ? Mercredi, donc c'était sur le thème d'Halloween toute la journée. Donc on a fait un shooting photo avec Émilie, une éducatrice. Donc c'était maquillé, tout ça. On s'est même pris en photo avec, à la fin tous ensemble, enfin ceux qui étaient là au début avec Monsieur Hassaigne. C'était super. Et l'après-midi, on a fait une petite activité manuelle. Donc on a décoré des cartes en carton, voilà, on a dû faire un petit peu des fantômes dessus, voilà. Et puis l'après-midi, on a fait une grande soirée boum tous ensemble, c'était super. Et moi, le mercredi matin, j'ai fait des courses pour l'atelier cuisine de mercredi après-midi. Et le mercredi après-midi, on a fait atelier cuisine, on a fait une soupe, pommes de terre, potimarron. C'était super bon. Le jeudi, alors, vous avez fait quoi pour terminer cette semaine socio ? Le jeudi, moi j'ai été au cinéma, j'ai été voir un film, enfin même un dessin animé qui était super génial, super marrant, que j'avais jamais vu, c'était Hooper et le secret de la marmotte. Bon, c'était un peu triste au milieu, mais franchement on a bien rigolé. Moi, si je devais retourner le voir, j'y retournerais parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Et toi, Morgane ? Alors moi, le jeudi, j'ai fait Bourgonville avec les éducateurs encore une fois. Et le jeudi après-midi, normalement, on devait faire une sortie pour aller ramasser des châtaignes. Mais comme il y avait tellement de vent, on n'a pas pu aller. Du coup, j'ai été avec Jenny dans sa salle et j'ai fait de la boxe.
Eh bien, merci beaucoup Morgane et Nolan de nous raconter tout ce que vous faites pendant ces super semaines sociaux pendant les vacances. C'est super instructif. C'est toujours un des 2 grands événements festifs de l'Institut des Jeunes Aveugles avec la fête de l'été qui se déroule juste avant les grandes vacances. La fête de Noël aura lieu le 19 décembre et je suis entouré de Roberto et Zoé qui, sans trop vous spoiler, vont vous raconter un petit peu 2-3 petites choses sur cette fête de Noël. On vous écoute les jeunes. Oui, exactement. Vu que le mois de décembre approche à un grand pas, on essaye de trouver chacun un grand rôle dans ce spectacle, justement, qui va être animé pour le 19 décembre. Les professionnels de l'administratif vont participer à une chanson celtique et à un chant de rugby. Alors c'est plutôt une danse, Oui, une danse par rapport au rugby, puisque c'est effectivement avec la classe d'anglais. Cette année encore, on prépare une belle surprise avec la classe d'anglais, puisque le personnel administratif va venir avec nous et vous emmener du côté de l'Irlande. Et allez, on va vous donner un petit indice des îles au milieu du Pacifique qui s'appellent les îles Samoa. On a hâte de vous présenter tout ça sur scène le 19 décembre. Kélina nous raconte la journée socio-éducative qui avait eu lieu lors d'un jour férié en ce mois de novembre. C'était le mardi 11 novembre dernier. Alors, le matin, avec ma copine, on a créé une danse qu'on devait montrer à Noël, normalement. Et l'après-midi, on a fait cuisine pour le repas du soir qui était soupe de citrouille et pizza en plat et dessert fruits. Le mercredi 3 décembre, au cinéma de Bourbon-Lancy, se tiendra une projection du film Regarde, avec Danny Boone et Audrey Fleurot. Ce film raconte l'histoire d'un jeune homme de 16 ans atteint d'une maladie rare qui perd la vue. À l'issue de la projection, une discussion sera proposée aux spectateurs, sera animée par Karine Aumenier, coordinatrice du service 03, et David Regnault, enseignant spécialisé. Bonjour à tous, bienvenue pour ce grand témoin du mois de novembre. Il est le seul homme au monde à savoir que la place Jean Moulin est desservie par les lignes de A à I, mais que pour la ligne J, le bus passe du lundi au vendredi à 7h39, alors que Chambre du Commerce ne peut être relié par cette même ligne J qu'à 12h47 ou 17h51. C'est Kevin Charret qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Kevin. Bonjour. On est très heureux que tu sois là parmi nous parce que l'intérêt de cette rubrique, c'est de permettre aux familles, et puis peut-être un peu aussi aux professionnels, de découvrir ton métier d'instructeur de locomotion, puisque je dois bien l'avouer, moi ça fait pratiquement 5 ans que je travaille ici, et avant de travailler au Charmette, je ne savais pas ce qu'était un instructeur de locomotion. Je ne sais pas si j'ai mon niveau 1, 2 ou 3. Je ne sais peut-être même pas exactement ce que c'est que le niveau 1, 2 ou 3, mais en tout cas les jeunes sont là autour de nous, ils ont plein de questions à te poser. C'est parti. Bonjour Kevin. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter votre parcours de formation? Comment vous avez eu l'idée de faire ce métier? Mon parcours il commence surtout par beaucoup de sport quand j'étais plus jeune, des études de STAPS en toute logique avec mon parcours sportif, et je me suis spécialisé plutôt dans le sport auprès des personnes en situation de handicap à la fac. Et puis après un premier travail auprès de personnes en situation de handicap mental, ça s'est terminé. Donc j'ai postulé sur un autre poste auprès de personnes déficientes visuelles pour un poste de prof de PS qui s'est transformé en formation d'instructeur de locaux parce que il y avait des besoins et que voilà un petit peu comment ça s'est fait et voilà mon parcours. En quoi consiste le métier d'instructeur en locomotion ? Alors là, le métier d'instructeur de locomotion, il est assez vieux et il consiste en fait c'est un métier de rééducation auprès des personnes déficientes visuelles, donc malvoyantes ou non-voyantes. Et je suis spécialisé donc dans les déplacements le plus possible en autonomie, en utilisant les moyens de compensation nécessaires aux besoins de chacun. Donc c'est ça, la recherche maximale d'autonomie dans les déplacements, intérieurs ou extérieurs. Depuis quand vous pratiquez ce métier? Ça fera bientôt 10 ans que je pratique ce métier sur Moulins. Si vous deviez définir le mot locomotion. Je réutiliserai alors 3 mots assez forts. Le premier, autonomie, parce que c'est vraiment ce qu'on cherche le plus. Le deuxième, ça serait aisance, que tous les déplacements soient faciles et pas compliqués.
Et le dernier que je peux utiliser, ça va être le mot sécurité. Parce que voilà les 3 mots forts qui représentent un peu mon métier. Donc autonomie, aisance et sécurité. Pouvez-vous expliquer quelle méthode pour apprendre la locomotion? Alors ça c'est une question assez vaste, c'est assez difficile d'y répondre parce que on va être au plus près des besoins de chacun. Donc je vais personnaliser, adapter en fonction de la déficience visuelle de chacun, en fonction de l'expérience de chacun, en fonction de l'environnement de vie de chacun. Donc tout est très personnalisé, donc c'est assez difficile de répondre à cette question parce que en fait c'est vraiment adapté pour chacun et puis que chacun est différent, ça sera forcément différent l'accompagnement en locomotion. Combien de temps faut-il pour apprendre à utiliser la canne blanche? Bonne question. Pareil, même réponse, ça va dépendre aussi de la personne, si elle est déficiente visuelle non-voyante ou déficiente visuelle malvoyante. Il va falloir réaliser des tests, des évaluations pour voir les besoins de la personne. Et ça peut être aussi très variable en fonction de l'âge où on va commencer à apprendre la canne. Certains, ça va mettre beaucoup plus de temps et on va faire ça sur plusieurs, voire même plusieurs années, passer de différents outils, des outils assez simples à 2 mains pour arriver in fine à l'utilisation de la canne à 1 main. Donc je pourrais dire entre plusieurs années, et j'ai déjà vu des élèves l'utiliser en 2-3 semaines, 2-3 séances. Ils ont réussi à l'utiliser de façon correcte et qui les aidait beaucoup. Ça a été souvent c'est des révolutions dans leur déplacement d'avoir une canne. Donc très long ou très court, c'est vraiment les 2 extrêmes. Pouvez-vous nous expliquer les différents niveaux de locomotion? À quoi correspondent les niveaux 1, 2 et 3? Eh bien ça c'est une innovation, ça c'est une invention de ma prédécesseuse qui était Karine Aumenier, l'instructrice de loco qui est restée longtemps à l'IGA, qui avait un petit peu codifié les degrés d'autonomie des jeunes. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, on commence toujours par le niveau 1, donc on a des évaluations pour chaque niveau en fonction de ce qu'on a travaillé avec l'instructeur. Donc encore une fois sur une période plus ou moins longue, tout ça est adaptable, il n'y a pas de période définie. Donc le niveau 1 ça va être le plus bas des niveaux, ça va être des trajets assez courts qui ont été validés par ma part et qui sont donc maîtrisés par l'élève, où il est en sécurité et il est en autonomie. Il va devoir savoir gérer les traversées, assurer sa sécurité dans l'environnement urbain. Donc ça c'est le niveau 1, c'est le niveau de base. Et puis plus on va monter dans les compétences et dans l'aisance, dans l'autonomie, plus on va aller sur des choses difficiles. Le niveau 2, on rentre sur des compétences plus compliquées, l'utilisation de plans, de cartes, on effectue des trajets qui sont plus longs, plus difficiles, dans des conditions peut-être moins faciles. Voilà. Et puis le niveau 3, le dernier, on est sur un degré d'autonomie encore plus haut et on va attaquer le travail autour des transports en commun, les trajets entre différentes villes, donc ça implique le train. Voilà, donc ça peut être c'est assez variable. La particularité que ces niveaux, c'est qu'ils sont aussi adaptables en fonction de chacun, puisque par exemple, j'ai déjà fait passer des niveaux 3 à quelqu'un qui faisait le niveau 1, en mélangeant un petit peu tous ces niveaux, en faisant des passerelles entre chaque, pour encore une fois être au plus près des besoins de chacun. Quels moyens de locomotion peuvent utiliser les jeunes de l'IGA? Alors, il y a plusieurs moyens possibles, j'en ai déjà parlé. Donc, le premier et le principal, ça sera d'utiliser la marche, le déplacement à pied, puisque c'est vraiment là-dessus sur lequel le métier d'instructeur locaux va beaucoup influer. On peut aussi, je l'ai déjà dit, utiliser les transports en commun. Donc sur la ville de Moulins, on reste assez restreint, on n'a que un réseau de bus. Mais dès qu'on commence à aller dans d'autres villes comme Clermont-Ferrand, il y a le tramway. On a été sur Paris, donc là l'utilisation des métros. Donc il y a vraiment plein de choses qui peuvent venir se travailler en locomotion sur les transports. Avez-vous quelques anecdotes drôles sur votre métier? Un nombre, oui, beaucoup. Est-ce que j'aurai le temps de tout dire là? C'est sûr que non, mais qui me viennent comme ça à l'esprit. Oui, il y a des situations au niveau de l'utilisation de la canne qui pouvaient être assez rigolotes. Par exemple, il y avait un patient
qui, au moment de traverser, levait sa canne en l'air comme pour montrer aux automobilistes qui voulaient traverser. Et si jamais la voiture avait le malheur d'arriver peut-être un petit peu vite, on a déjà vu des coups de canne partir sur le capot de la voiture. Donc ça, c'était quand même assez saugrenu, oui. Ou la deuxième que je pourrais dire aussi, c'est que je me fais souvent fâcher par les passants dans la rue. Parce qu'il y a des fois où, effectivement, moi je regarde mon élève en train de travailler, donc je suis totalement concentré sur lui et j'observe ses moindres faits et gestes. Et je me suis déjà fait fâcher parce que les gens remarquaient que je regardais mon élève, alors souvent dans des situations où il est en difficulté, et on me reprochait de ne pas aller l'aider. Et je me suis fait fâcher déjà 2-3 fois par des passants parce que je n'allais pas aider la personne déficiente visuelle en difficulté. Donc je devais me argumenter en expliquant que j'étais son prof et qu'on était dans un travail. Donc voilà les quelques situations un peu saugrenues et rigolotes. Si quelqu'un voulait devenir instructeur de locomotion, quel conseil lui donneriez-vous? Alors, déjà le premier conseil, que même la première obligation pour faire une formation d'instructeur de locaux, il faut déjà avoir un diplôme de base. Donc il faut déjà être diplômé de quelque chose. Donc par exemple, il faut déjà être, comme moi je suis, professeur d'éducation sportive adaptée. Ça c'est une licence TAPS. Il faut être ergothérapeute, psychomotricien, infirmier, éducateur spécialisé, enseignant spécialisé, et j'en oublie certainement encore. Mais voilà, il faut déjà avoir un métier de base, avoir déjà une formation solide pour pouvoir accéder à cette formation d'instructeur de locomotion. On vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est un métier qui est, c'est un vrai métier passion, dans lequel je suis tombé pas par hasard, mais dans lequel je me suis vraiment engouffré et qui, à l'heure actuelle, continue de nourrir mes réflexions et ma façon de voir le monde, tout simplement. Et dernière petite chose qui paraît important, la formation d'instructeur de locaux, elle a un petit peu évolué ces dernières années. Elle a été couplée avec la formation instructeur de locomotion et la formation d'instructeur en activité de la vie journalière, les AVGistes. Maintenant, ils ont réuni le diplôme, donc ce n'est plus qu'un seul métier. C'est un instructeur en autonomie et on va avoir la spécialisation de la locomotion et la spécialisation de l'AVJ. Donc maintenant, on fait les deux métiers. Moi, j'ai fait ma formation, j'ai eu que la loco. Voilà. Il est toujours là, devant nous, il est prêt pour son portrait chinois. Il est l'homme qui a passé plus de temps dans le Vichy Moulin que Thomas Pesquet dans l'ISS. Kevin, est-ce que tu es prêt à répondre à nos questions? Fin prêt. Alors c'est parti, le principe du portrait chinois. Si tu as le droit de répondre par un mot, une phrase. On essaye de pas être trop long. Tu as juste plus de liberté sur la toute dernière question qui sera, tu peux déjà y réfléchir, ton endroit préféré sur Terre. Là, on laisse les gens argumenter un petit peu plus. Mais sinon, on va dire que c'est quelque chose d'un petit peu plus spontané. C'est parti. Kevin, si tu étais une équipe de basket. Je serais les Boston Celtics. Moi, je pensais que tu allais dire celle que tu entraînes, mais on voit qui tu préfères. Ok. Si tu étais un animal. Je serais un taureau. Si tu étais un bruit. Je serais le bruit d'une bouteille de champagne qui s'ouvre. Si tu étais une plante. Un aloe vera. Si tu étais une saison. Le printemps. Si tu étais un moment de la journée. Le matin. Si tu étais une pierre précieuse. Une émeraude, parce que c'est vert. Oui, c'est vrai, c'est vert. Si tu étais un pays. La France. Si tu étais une ville. Dur comme question. Si j'étais une ville, la ville où j'habite, QC. Si tu étais une viennoiserie. Un croissant. Plein de beurre. On est d'accord. Si tu étais une pièce de la maison. Je serais la cuisine. Si tu étais un livre. Je serais L'Alchimiste de Paulo Coelho. Alors la question suivante, c'était si tu étais une franchise NBA, du coup tu as déjà répondu, donc à la place je vais te dire si tu étais une équipe de la Betclic Elite, une équipe du championnat de France de... Celle qui est en Jeep Elite 2, c'est la Jeanne d'Arc de Vichy, que j'ai été voir plusieurs fois. Évidemment. Si tu étais un personnage de fiction. Personnage de fiction, je serais Michael Jordan dans Space Jam. Mi-fiction du coup. Est-ce que les jeunes, vous connaissez Space Jam ? Il va falloir, j'espère, sinon il va falloir refaire votre culture cinéma. Si tu étais un film. Je serais les Goonies. Si tu étais un jeu vidéo.
Je serais Mario Kart sur la Super NES. Si tu étais un dessin animé, Je serais Batman. j'avais espéré les Tortues Ninja, mais si c'est le Batman des années 90, C'est t'es le Batman, pardonné. ouais. Si tu étais une citation célèbre, Si j'étais une citation célèbre, je l'ai pas. un dicton, une citation, une phrase, un mantra, une... Genre, je vais donner mon mantra que j'utilise. On va pas se mettre la rate au courbouillon. Ah, je connais quelqu'un d'autre qui l'utilise dans l'établissement, celui-là. Si tu devais avoir un super pouvoir, La téléportation. quelle est ta chanson préférée? Ma chanson préférée, une chanson de Ray Charles, Georgia on My Mind. Si tu étais un style musical, Je serais du rap US ou du jazz. si tu étais un événement historique marquant, Un événement historique marquant, je dirais la prise de la Bastille. si tu étais un plat, Je serais une entrecôte frite. si tu étais un dessert, Un dessert, je serais un tiramisu. si tu étais un bonbon, Un Werther's Originals. si tu étais une année de ta vie qui t'a marqué, 2001. si tu étais une boisson, Je serais du café. on a modifié la question suivante parce que c'était si tu étais un sport, mais si tu étais un sport autre que le basketball, Je serais du badminton, tiens. si tu étais une fête de l'année, La fête du travail. c'est la deuxième personne à me répondre la fête du travail, si tu étais une grande date dans le sport, Une grande date dans le sport, 1992, les JO de Barcelone. très très belle référence. Quelle est selon toi ta meilleure qualité? L'empathie. Est-ce qu'il y a une mauvaise habitude que tu aimerais gommer? Oui, légèrement, ne pas procrastiner. Ton paysage préféré? Les monts d'Auvergne. Et donc, c'est lié un peu à ton paysage préféré peut-être, ton endroit préféré sur Terre, et là tu as le droit de développer un petit peu. Alors là, vous allez rentrer dans mon intimité. Il se trouve qu'avec ma femme, j'ai un arbre avec une super vue sur tous les monts d'Auvergne qui se trouve dans une petite ville à côté de chez moi. Et donc, c'est mon endroit préféré. C'est là où j'ai fait mes photos de mariage et c'est là où je vais pique-niquer tous les ans avec mon épouse à cet endroit-là, notre jour de rencontre. Et donc, il y a un magnifique paysage sur les volcans d'Auvergne parce que je suis foncièrement attaché à ma région et que je trouve que ce paysage-là, il est plus qu'apaisant et c'est vraiment un truc que j'adore pouvoir regarder. Et atypique et caractéristique de la France, en fait, on se rend pas compte qu'on a des paysages absolument dingues, et notamment des volcans. Et je trouve que parfois dans l'Allier, on oublie que c'est à peine 1 heure, enfin même pas, parce qu'on les voit d'un peu partout, donc c'est très chouette. Et puis d'où j'habite, j'ai vraiment la chance d'avoir des bons spots pour les voir de très loin, alors qu'à Moulins, c'est quand même trop loin. Ouais. Vichy, pour le coup. Ouais, sur les hauteurs 10 heures, on peut les apercevoir, mais il faut... moi je connais, j'ai 2-3 spots à Moulins où on les aperçoit. Même de chez moi, Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire, on peut apercevoir le Puy-de-Dôme et les monts d'Auvergne. Mais merci pour ce partage. Merci Kevin. Merci beaucoup. C'est parti pour le micro-trottoir des professionnels en ce dernier jour du mois de novembre, évidemment. On a déjà un petit peu la tête et le cœur tournés vers les fêtes de fin d'année. J'ai donc demandé à tous les professionnels qui ont bien voulu se prêter au jeu de nous raconter un souvenir plus ou moins drôle ou tendre de leur enfance ou plus récent concernant les fêtes de fin d'année. Et d'ailleurs, tiens, une fois n'est pas coutume, je vais commencer. Il faut savoir que mes parents, ma famille, on a toujours été très très Noël. C'était vraiment notre fête préférée de l'année, beaucoup de soins accordés aux décorations, tout ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très à la mode, dans les années 90 ça l'était peut-être un peu moins, mais en tout cas mes parents étaient très très portés vers les fêtes de fin d'année. Et en général, mi-janvier, quand on enlevait les décorations de Noël, mon papa laissait toujours un peu caché dans la maison une décoration de Noël. Dans 90% du temps, c'était un petit sticker. Vous savez, on met parfois des stickers sur les fenêtres à Noël. Et c'était une petite étoile de Noël qui mettait dans un coin de la baie vitrée de notre maison. Et en fait, à part mon petit frère, ma maman et moi,
personne ne faisait vraiment attention à cette petite décoration qui restait. Et mon papa m'avait dit, tu vois cette petite déco que je laisse, ça va faire revenir Noël plus vite. Parce que le Père Noël va voir que dans cette maison, on aime beaucoup fêter Noël. Alors moi, évidemment, enfant, à 5 ou 6 ans, j'avais l'impression que mon papa, il avait un pouvoir magique grâce à cette petite décoration. Et il me disait, et c'est pour que l'esprit de Noël continue de rester toute l'année avec nous dans la maison. Alors aujourd'hui, malheureusement, mon papa, il nous a quittés il y a quelques années, mais moi, je perpétue la tradition. C'est-à-dire que chez moi, je continue de laisser soit un petit autocollant, un petit sticker sur les vitres, soit une petite décoration dans la maison. Je ne sais pas si ça fait revenir Noël plus vite, je ne sais pas si ça me permet d'avoir l'esprit de Noël toute l'année, mais en tout cas, c'est une belle manière pour moi de me rappeler de mes traditions de Noël de mon enfance et de mon papa. C'est parti pour le micro-trottoir des jeunes, ils vont vous raconter des anecdotes qui leur sont arrivées, que ce soit pour Noël ou pour le jour de l'an, et on commence tout de suite avec Sonia Bellalia et Sullivan Follet. Bonjour. C'était une fête de Noël où, avec ma mère, on est parti au marché de Noël. Et à ce moment-là, il y avait eu lieu, du coup, un spectacle qui était avec un Père Noël et un bonhomme de neige. À ce moment-là, j'ai cru qu'il y avait une personne à l'intérieur, donc j'ai essayé de lui parler. Mais j'ai rendu compte qu'il y avait, qu'il me parlait pas, mais qu'il y avait personne aussi à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est très rigolo pour moi. Bonjour. Mon souvenir de Noël, c'était quand ma mère achetait des boules en chocolat, tout ce qui est Ferrero Rocher, Raffaello Mon Chéri. C'était le soir de Noël, donc le 24 décembre. Je suis monté sur la Méritienne pour prendre des chocolats. Et j'ai glissé dans un trou au niveau de la Méritienne. Je suis tombé à côté du sapin. J'ai dit à un de mes frères, j'ai appelé mes frères, j'ai dit au secours, au secours. Donc un de mes frères est venu et a dit qu'est-ce que tu fais dans le trou? Et pour m'inventer une stratégie, plutôt un stratagème, j'avais dit que le sapin était tombé sur moi et j'ai pris le fil entre mes pieds. Bonjour, c'est Roberto. Moi, mon souvenir de Noël, j'en ai un. J'étais avec ma famille et j'étais tellement impatient. En fait, on fêtait Noël et j'avais un cadeau. Donc du coup, j'étais très impatient. Donc du coup, j'ai commencé à digérer le cadeau parce que j'étais encore petit, j'avais eu au moins 8 ans. Et là, j'ai vu une voiture, j'ai dit oui. Mais en fait, dans ma tête, moi qui n'étais pas très voiture, vous voyez, c'est un peu compliqué. C'était une voiture télécommandée. Donc du coup, je savais même pas comment faire. Et donc du coup, vu que j'avais des piles dedans, et en fait, j'avais une télécommande. Plus la voiture avançait, et plus elle était en train de rouler. Et en fait, ce jour-là, il y avait ma tata. Et en fait, sans faire exprès, la voiture, elle a vroom. Elle était vers ma tata, et puis ma tata, elle a pris peur. Bonjour, c'est Nolan. Donc moi, je vais vous raconter une petite anecdote de Noël. Donc c'était on avait reçu les cadeaux et tout ça. C'était Noël dernier. Il y avait mes grands-parents qui étaient venus donc pour fêter le réveillon avec nous. Alors c'était pas prévu, mais du coup voilà, là c'est au dernier moment, mais ils sont quand même venus. Et c'était donc mercredi soir. Nous, on avait prévu d'ouvrir les cadeaux le 24. On les ouvre toujours le 24. Sauf que là, exceptionnellement, ça a dit allez, on va les ouvrir comme ça sera fait. Donc on les a ouverts le 23. Donc voilà, donc j'étais super content. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbé parce qu'on fait toujours soit le 24 ou soit le 25. Mais généralement, c'est toujours le 24. Mais là, exceptionnellement, on a fait le 23. Donc voilà, mais j'étais super content que mes grands-parents viennent. Et ça m'a fait plaisir parce que voilà, on partage des petits moments ensemble et tout. Et on est quand même resté éveillés jusqu'à pas d'heure, voire jusqu'à minuit, parce qu'on a quand même toute la famille qui est venue au final. Donc voilà, on a bien profité. Donc voilà.
Eh ben, c'est Morgane. Alors, le plus beau Noël que j'ai passé, c'était avec le papa de ma maman. C'était un mercredi ou un jeudi. Il est venu l'après-midi pour passer le réveillon avec nous. C'était le 24. Et on attendait. Et là, mon frère arrive. Il me dit, viens voir. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y avait plein de cadeaux sous le sapin. Du coup, j'étais toute contente, j'étais toute excitée. C'était un de mes plus beaux Noëls que j'ai jamais passé de ma vie. C'est Colline, élève à l'IGA. Moi, mon anecdote, c'est avec le sapin de Noël. En gros, on était en train de faire le sapin de Noël et j'étais trop petite pour mettre l'étoile. Sauf que du coup, je suis montée sur les épaules de mon père. Et mon père a failli tomber parce que j'étais trop lourde pour mettre l'étoile. Donc du coup, voilà, c'était très drôle, tout le monde a rigolé et voilà. Place maintenant aux anecdotes des professionnels. Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé, que ce soit sur ce podcast-là ou sur les précédents, et ceux qui participeront au suivant. C'est vraiment super sympa à vous de vous prêter au jeu. On est ravis de vous avoir et on va tout de suite écouter bien toutes vos anecdotes qui ont attrait à la fin de l'année. Donc bonjour, Marie, AMPO Charmette. Donc là, je vais expliquer un petit souvenir de Noël. C'est quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, je devais avoir 10-12 ans, voilà. Donc c'était pendant la semaine de Noël avec mes grands-parents, ma tante, mon oncle et mes cousines. On était allés en vacances dans le Jura, et je me souviens, il y avait énormément de neige, et là en ce moment c'est ce qui manque, la neige. Il n'y a plus cette petite féerie de Noël actuellement, donc ça c'est dommage. Bon, le temps on le commande pas évidemment, mais je me souviens de ce moment-là où avec mes cousines on allait dans la neige. Même une fois il y avait tellement de neige qu'à un moment donné on était tombé dans un trou, on nous voyait quasiment plus. Et on a fêté aussi le Noël là-bas effectivement, et oui, c'est vrai qu'à un moment donné tout le monde était couché, on regardait si les cadeaux étaient arrivés, mais non, le Papa Noël n'était pas encore arrivé, voilà. Et le matin c'était un peu pas l'euphorie, mais on était tous contentes, voilà, parce que j'ai que 2 cousines et qui aidaient plein de cadeaux, raisonnablement quand même. On était toutes contentes, d'avoir nos cadeaux et de passer Noël à la neige et de s'amuser en fait en famille. Et petite question subsidiaire, Marie, chez toi l'ouverture des cadeaux, c'est plutôt le 24 au soir ou le 25 au matin? Les deux. Ah, c'est original. Les deux. Alors, le 24 au soir, il y a le Papa Noël qui passe à une certaine heure, évidemment. Ouais. Voilà. Et c'est le 24, oui. Donc, on ouvre les cadeaux pour les enfants. Voilà. Et le 25, quand on est chez nous, parce que le 24, on le passe souvent en famille, mais pas à la maison, donc à l'extérieur. Et le 25 au matin, donc à la maison, quand on est tous les 4, là, c'est l'ouverture aussi des cadeaux. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous, moi c'est Géraldine. Donc je vais vous parler de ma petite anecdote de Noël. Donc comme chaque année, on a pour habitude de fêter Noël en famille, voilà. Et puis cette année-là, on a eu du mal à se mettre d'accord sur une date. Donc finalement, Noël, c'est fini au soleil. Voilà, on a pris l'idée de prendre 4 billets d'avion et de partir aux Canaries. Super content, un peu déçu évidemment le reste de la famille, hein, c'est sûr. Mais voilà, notre issue, c'était partir au soleil. Nous voilà partis au soleil et arrivés à l'aéroport, pas de valises. Les valises n'étaient pas arrivées aux Canaries. Et du coup, on les a eus quand même 3-4 jours après. Donc, la petite anecdote, c'est que je me dis, est-ce que il n'y aurait pas eu vengeance du Père Noël? Parce qu'on n'a pas fêté Noël traditionnellement en famille en France, c'est qu'on avait pris la décision de partir. Voilà, donc c'était la petite anecdote du jour.
Bonjour, moi c'est Claudine, je suis infirmière aux Charmettes. Je vais pas forcément vous parler d'une anecdote de Noël, mais plutôt les traditions qu'il y a du côté de l'Alsace, puisque je suis originaire de là-bas. Donc en fait, Noël, c'est quelque chose qui est très très important là-bas, parce que ça commence très tôt, dès les 4 semaines avant. Et début décembre, le 6 ou le 7 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Donc c'est une tradition qui est dérivée déjà de l'Allemagne, où on a déjà, entre guillemets, des premiers petits cadeaux. On met nos bottes vers la cheminée ou le poêle. Et en général, en tout cas dans ma famille, c'était des gourmandises, des clémentines, des chocolats et éventuellement juste une petite bricole de cadeaux. Mais il faut savoir que avant, le Saint-Nicolas était plus important que le Père Noël. Et ensuite, on a donc Noël, mais associé au Père Noël, nous, on a le Père Fouettard. Et donc, on a le Père Fouettard qui souvent passait avant le Père Noël, que ce soit quand on était en classe ou même sur le réveillon de Noël ou le jour de Noël. Et il nous demandait si on était gentil, si on avait été sage toute l'année. Et c'est seulement en fonction, c'est lui qui décidait si le Père Noël passait ou pas. Et c'était toujours un personnage qui, petit, nous faisait quand même bien peur parce qu'il avait le martinet, il n'était pas forcément très beau, enfin voilà. Puis il prenait une grosse voix bien méchante pour nous faire peur. Et après, si on avait été sage toute l'année, du coup, on avait le Père Noël qui posait les cadeaux. Alors nous, il passait dans la soirée, mais il y a des familles où il passait le lendemain. Ça, c'était en fonction de son périple et de son emploi du temps. Voilà. Bah merci pour ton anecdote, je rebondis dessus puisque en fait le Père Fouettard il existe dans plein de régions de France sous des formes différentes et ça me fait penser en Bourgogne dans le Morvan, nous, moi plutôt mes parents, mes grands-parents, il y avait le Père Fouettard passé après le Père Noël, c'est-à-dire il pouvait reprendre les cadeaux si on n'avait pas été sage. Drôle. Et après on avait le Père Janvier. Et alors le Père Janvier, si le Père Fouettard avait piqué un cadeau, si l'enfant redevenait gentil, le Père Janvier rendait le cadeau. Et si le Père Fouettard n'avait pas eu besoin de passer, le Père Janvier pouvait ramener un deuxième cadeau après le Père Noël. Et du coup, Claudine, j'ai une question subsidiaire pour toi que je vais poser à toutes les personnes qui vont intervenir dans ce podcast ce mois-ci. L'ouverture des cadeaux, plutôt le 24 à minuit ou le 25 au matin ? Nous, c'était dans la soirée. Donc voilà, le Père Noël, on était occupés et il y avait toujours un moment où, sans qu'on s'en rende compte, le Père Noël avait posé les cadeaux au pied du sapin dans la soirée. D'accord, super, merci beaucoup. Alors, je suis Fanny, ergothérapeute de l'IGA. J'ai comme anecdote de Noël, notamment, le fait que chez mes grands-parents, donc il y a un cadre avec la photo de ma mère et de mes 2 tantes. Et chaque année, avec mes cousins, ceux qui ressemblent plus du coup à ma tante, à ma mère, etc., on reproduit cette photo avec les accessoires et tout. Donc c'est toujours super rigolo, voilà, à faire. Et on ajoute des petits accessoires et tout, voilà. Du coup, Fanny, en ce mois de décembre, question subsidiaire, il va falloir trancher parce qu'on a des avis très différents parmi les jeunes ou les professionnels. Pour toi, l'ouverture des cadeaux de Noël, est-ce que c'est le 24 au soir ou le 25 au matin ? C'est le 25 au matin. On fait partie de la même team, merci beaucoup. Alors, c'est Mélanie. Moi, je voulais vous raconter aujourd'hui un super cadeau de Noël qu'on m'a fait. Mais vraiment, le plus incroyable qu'on m'ait jamais fait. J'ai eu pourtant des bijoux, des fleurs, des sacs, des vêtements, un tas de cadeaux extraordinaires. Mais alors, celui-ci m'a marqué depuis un petit moment maintenant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, je découvre les cadeaux qu'on me fait à l'avance, alors que je préfère être surprise, mais j'arrive toujours à deviner sans chercher ce qu'on m'offre. Mais alors celui-là, je ne l'ai pas du tout deviné. Donc je me souviens très bien de cette année. Le cadeau était sous le sapin. Il y avait mes frères qui étaient là et mon compagnon. Et j'ai vu une forme un peu bizarre. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça peut être ? Pour le coup, j'avais absolument pas deviné. Donc je l'ai pris. Il était ni grand ni petit, il était rectangulaire d'un côté, biscornu de l'autre, il était quand même assez lourd malgré sa taille. Mais je me disais, mais qu'est-ce que ça peut être ? Et j'ai voulu vraiment faire durer un peu la surprise et je me suis dit, je vais prendre mon temps pour l'ouvrir et je vais l'ouvrir devant mes frères et mon compagnon, parce qu'il n'y avait que mon compagnon qui savait ce qui était dessous, puisque c'est lui qui avait demandé au Père Noël de me le déposer sous le sapin. Donc du coup, j'ai ouvert sans regarder, devant mes frères qui, eux, commençaient à faire une drôle de tête. J'ai touché la partie en carton, je me disais, bon, ok, c'est bien la partie rectangulaire que j'avais sentie. Mais quand j'ai mis mes mains de l'autre côté, j'ai senti quelque chose de tout visqueux, tout collant, tout gras.
Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Et je commençais à voir mes frères rigoler. Là, je me suis dit, mais punaise, je trouve pas. Et une petite odeur est venue jusqu'à mon nez. Et là, j'ai trouvé. Et c'était effectivement le meilleur cadeau qu'on m'ait jamais offert. C'était un jambon cru. Les jambons crus qu'on pend là dans son garage. Et il faut savoir que j'aime plus que tout au monde le jambon cru. Et celui-là, j'allais vraiment, mais vraiment pas le deviner. Donc voilà, il m'a marqué celui-là. Eh bien, bonjour, c'est Brigitte. Donc, je vais vous parler d'une histoire. Il s'est passé il y a très longtemps. Pour vous dire, j'avais 20 ans. Et à l'époque, je travaillais, ça s'appelait en saison. Et je faisais l'hiver et je recevais des enfants, plein d'enfants d'une colonie de vacances, quoi. Les enfants faisaient le ski la journée et tout ça. Et puis, ces enfants-là, ils n'étaient pas chez eux le jour de Noël. Donc, le Père Noël passait chez eux. Mais dans le chalet où on travaillait, ils ne pouvaient pas passer. Donc nous, on disait, pour faire quand même un petit Noël pour eux, on va faire quelque chose entre adultes. Alors ce qui fait qu'avec deux camarades, on s'est déguisés. Alors moi, on a taillé des morceaux de bois, on a fait un masque pour ressembler à un renne. Après, je me suis mis, moi, devant, j'ai mis une couverture en fourrure, avec des bottes en fourrure, et la personne derrière moi, pareil, des bottes en fourrure, et puis la couverture. On était penchés. Moi, j'avais la tête, je bougeais la tête, et il y avait derrière le traîneau, et il y avait le Père Noël. Bon, c'était un faux Père Noël, puisque les enfants pouvaient pas l'avoir chez eux. Donc, il était déguisé en Père Noël. Et du coup, on avait mis des cadeaux, parce que comme ils ne pouvaient pas en avoir chez eux le jour de Noël, on avait mis quelques cadeaux dedans. Et donc, il y avait une descente, on glissait avec le traîneau, et puis le Père Noël. Et les enfants, ils étaient derrière une grande baie vitrée, il faisait un peu nuit dehors. Et dès qu'ils nous ont vus arriver, on les a entendus, mais alors hurler, le Père Noël. Et nous, on est descendus, et puis voilà, ils étaient très heureux, et après, on a offert les cadeaux. Alors c'est dommage que vous n'ayez pas l'image, parce que je peux vous dire que j'ai vu la photo et Brigitte en reine du Père Noël, ça vaut le coup. Une petite question, Brigitte, que je pose à tous les professionnels ce mois-ci, parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose auquel les gens tiennent beaucoup. L'ouverture des cadeaux de Noël chez toi, c'est plutôt le 24 à minuit ou le 25 le matin? C'est le 25 le matin. Eh ben on fait partie de la même équipe. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'est Aurélie, je vais vous raconter ma petite anecdote, donc c'est sur Noël. À Noël, on devait mettre, pour que le Père Noël sache à qui il déposait les cadeaux, les chaussures au pied du sapin de chacun des invités de ma famille. Et c'était avec mon cousin qu'on devait toujours faire ça. Et sauf qu'il y a des personnes qui sortent pas forcément très bon des pieds, et donc on ne voulait pas mettre les chaussures. Et on envoyait ma petite sœur de 4 ans de moins chercher les chaussures qui sentaient pas bon pour les mettre au pied du sapin. Voilà. J'adore l'anecdote. Du coup, Aurélie, une petite question subsidiaire. Pour toi et tes proches, l'ouverture des cadeaux, est-ce que c'est le 24 à minuit ou le 25 au matin? Attention, on a vu de grandes amitiés se briser sur cette question. Pour moi, c'est le 24 à minuit. D'accord, tu peux sortir, je te prie. Le 24 à minuit, tu veux nous expliquer pourquoi? Si vous avez l'habitude de faire comme ça depuis toujours? Oui, depuis très longtemps c'est comme ça. C'est surtout que on faisait dans ma famille le 24 et en fait le lendemain midi, le 25, on devait être ailleurs et on n'avait pas trop le temps le matin d'ouvrir les cadeaux. Donc ça se fait le 24 à minuit. Ok, merci. David Regnault, enseignant, spécialisé. Mon anecdote, elle se passe à Noël 1999. Donc c'est une date que vous, les élèves, vous n'avez pas connue. On est le 24 décembre 1999. Et avec mes parents et mon petit frère, on vient d'emménager dans notre nouvelle maison. Il faut savoir qu'en général, on fait plutôt un grand repas de Noël en famille le 25 décembre à midi. Et que pour le réveillon, on aimait bien rester un petit peu entre nous. Mais cette année, nouvelle maison oblige. Mes parents invitent mes cousins et donc un couple et leur fils à passer Noël avec nous. Mais quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que pour cette fête de Noël, ils arrivent avec un petit chien qui a seulement 2 mois, enfin même pas 1 mois et demi, 2 mois, oui, un tout petit chien qu'ils viennent tout juste d'adopter.
Problème, évidemment, un petit chien à cet âge-là, ça n'est pas propre, et donc ce petit chien va passer sa soirée à faire pipi et à faire caca autour de la table de Noël, et ma maman et mon papa et mes cousins vont passer leur temps à nettoyer du pipi et du caca toute la soirée, ce qui n'est pas forcément idéal quand on va déguster un bon repas, d'avoir ces odeurs et ces belles effluves. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque au moment où mes cousins s'en vont, on se dit au revoir. Et moi, évidemment, jeune enfant à l'époque, avec mon petit frère encore plus petit, on est hyper impatient d'aller nous coucher parce que le lendemain, on va avoir nos cadeaux de Noël. Le Père Noël va passer au pied du sapin. Et juste avant de dormir, ma maman nous dit « Allez donc déposer vos chaussons, vos petits souliers au pied du sapin pour que le Père Noël puisse déposer les cadeaux dans les souliers. » Et donc moi, je dépose mes chaussons au pied du sapin, du coup je me retrouve pieds nus, et là en faisant un pas juste à côté du sapin, je me retrouve les deux pieds dans du pipi de chien, puisqu'on n'avait pas vu que le chien avait fait une grosse flaque sous le sapin. Donc il est 1h30 du matin, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher, mais j'ai les deux pieds pleins de pipi de chien, donc je dois retourner prendre une douche, et du coup voilà, j'étais vraiment au bout de ma vie, et spoiler, après on n'a pas refait Noël le 24 avec mes cousins, ça n'a rien à voir avec le chien, mais c'est simplement qu'on a refêté ça avec eux le 25 décembre. Et donc pour info, ce chien, heureusement après, il est resté propre, mais il a vécu quand même 22 ans, ce qui pour un chien est quand même assez exceptionnel, puisque je vous raconte cette anecdote de Noël 99, et le chien est mort au printemps 2022, donc c'est quand même énorme. Il n'a jamais plus refait pipi chez moi, mais voilà, c'était mon anecdote de Noël. Eh bien, bonjour à tous, donc Maëlys, je viens raconter mon anecdote de fin d'année. Alors ça m'est arrivé il y a quelques années maintenant, on s'apprêtait à fêter Noël, et c'est le Papa Noël qui m'a fait une drôle de surprise, puisque alors 2 jours avant Noël, je suis tombée de cheval, je me suis fait un trauma crânien et j'ai fini avec une cheville dans le plâtre. Et donc pour animer un peu quand même les fêtes, le Père Noël m'a emmené une drôle de boîte que j'ai ouverte, et au même moment on était en train de faire des travaux dans la maison, et là je me rends compte que le cadeau c'est un robinet de salle de bain. Du coup un peu surprise, je me dis bon c'est bien sympa de penser à la salle de bain du haut, mais c'est pas moi qui vais faire les travaux du coup. Et mon papa insiste en disant mais ouvre la boîte. Non mais je dis c'est bon, je sais à quoi ça ressemble un robinet de salle de bain quoi. Il me dit si ouvre. Et effectivement, en ouvrant, il y avait non pas un robinet, mais un très beau cadeau qui m'avait été offert par ma famille pour m'occuper, puisque c'était un iPod, et au moins, même avec la cheville dans le plâtre, j'ai pu m'occuper les semaines qui ont suivi, du coup. Voilà, donc un Père Noël farceur cette année-là. Et du coup, Maëlys, la question subsidiaire. Ça, tu ne le sais pas, vous ne le saviez pas, mais je vous pose tous la même question pour ce podcast de Noël. Ça peut briser des amitiés, attention, c'est quelque chose de très sérieux. L'ouverture des cadeaux pour toi, est-ce que c'est le 24 au soir ou le 25 au matin ? Alors nous, la tradition entre guillemets se veut que ce soit le 25, une fois que tout le monde est prêt. Donc c'est même des fois qu'à midi. Voilà, on veut être tout beau et on ouvre les cadeaux tous ensemble. Donc il faut être patient, mais c'est le 25 en fin de matinée. Merci beaucoup. Bonjour, donc c'est Estelle, je suis à nouveau avec vous aujourd'hui. Donc mon anecdote concernant Noël, en fait c'est un souvenir qui date d'il y a très très longtemps. Je devais avoir 9-10 ans. C'était un matin de Noël, à l'ouverture et à la découverte des cadeaux au pied du sapin. Le Père Noël nous avait encore bien gâtés, mon frère et moi. Et cette année-là, donc une multitude de cadeaux emballés au pied du sapin et un énorme vélo. Alors, qui n'était pas emballé, parce qu'un vélo, le Père Noël, c'était difficile déjà de l'emmener dans sa hotte et de le déposer. Donc, il ne l'avait pas emballé. Et en fait, quand on s'est réveillés, mon frère et moi, donc il faut savoir que ma maman travaillait de nuit, donc elle dormait. Donc, on avait pour habitude d'attendre qu'elle se réveille pour ouvrir nos cadeaux. Mais là, le cadeau, il était déjà ouvert, déballé. Donc, on n'a pas pu résister à la tentation. Et on est dans une région où il ne neige pas beaucoup, pas souvent. Et pas de bol, cette année-là, il y avait de la neige. Donc comment faire pour essayer ce vélo alors qu'il y avait de la neige à l'extérieur de la maison, dans le jardin ? Et avec mon frère, on a trouvé une solution. Je m'en souviens encore aujourd'hui parce que je pense que c'est le souvenir le plus mémorable et le plus rigolo qu'on ait vécu tous les deux.
En fait, dans notre maison, donc il y avait le salon qui était ouvert avec une grande porte qui donnait sur le couloir, et ce couloir menait à une autre porte qui était le garage. Et bien en fait, pendant toute la matinée, jusqu'à ce que ma maman se réveille, puisque forcément elle entendait du bruit, elle s'est réveillée, on a fait des allers-retours avec le vélo du salon au garage, du garage au salon, pour traîner ce vélo. Voilà. Bonjour, c'est Natacha. Mon plus beau souvenir assez récent des fêtes de Noël s'est passé en 2021. D'aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours fait Noël avec un oncle, une tante et leurs 3 enfants. Et au fil des années, les familles se sont agrandies, certaines personnes nous ont quittés. Et puis la distance géographique fait que à partir de 2018, ça a été compliqué. Le Covid est arrivé en 2020 où nous avons tous été isolés. Et en 2021, j'ai eu l'idée de rassembler tout le monde à la maison. Donc j'ai commencé à envoyer les invitations sans trop réfléchir au nombre de personnes qui seraient présentes si tout le monde disait oui. Et au final, tout le monde a dit oui, tout le monde était content de se retrouver. Donc je me suis retrouvée avec 30 personnes à la maison, 15 adultes et 15 enfants. Il fallait loger tout le monde. Il a fallu aménager les chambres, faire 2 tables, une pour les enfants, une pour les adultes. Mais au final, c'était une très très belle soirée. Tout le monde se levait, les adultes partaient jouer avec les enfants. Il y en a qui disparaissaient, on les retrouvait au baby-foot, on les retrouvait un petit peu partout. Et comme tout le monde dormait à la maison, on a pu vraiment profiter jusqu'au bout de la nuit. Les grands, les petits, voilà, on était entre 1 an et 75 ans et c'était un très beau souvenir de Noël. Et du coup, avec 30 personnes à la maison, on ouvre plutôt les cadeaux le soir ou le matin du 25 ? Alors, par tradition, puisque chez nous, géographiquement, les personnes sont assez éloignées, nous ouvrons nos cadeaux dans la nuit du 24 au 25 quand tout le monde a terminé le dessert et bu le champagne. Donc, au gré des envies des adultes, je dirais, quand le Père Noël est passé parfois à 2h du matin, parfois à minuit. Voilà, ça dépend des Noëls. Parfait, merci beaucoup. C'est de nouveau Mélanie, j'ai une deuxième anecdote à vous raconter. C'était cette fois-ci, pas pour Noël, mais pour le jour de l'an, c'était le 31 décembre 2019. Pour la première fois, on avait décidé avec mon conjoint de faire un grand repas pour le réveillon du 31. On n'aime pas trop cette fête d'habitude, mais là on s'est dit, allez, il faut qu'on marque le coup, on va faire une grande tablée avec notre famille et nos amis les plus proches. Et je m'étais mis un peu la pression pour le repas, je voulais vraiment que tout soit parfait, mais j'avais pas trop de temps, comme on était très nombreux. J'avais décidé de faire un apéritif dînatoire. J'aime bien tout faire maison, j'adore cuisiner, donc j'avais fait des choses assez simples. Et j'avais prévenu tous mes invités que ça allait être un apéritif dînatoire, donc il n'allait pas avoir quand même immensément de choses. Donc j'ai mis ce que j'avais préparé sur la table, et tout le monde a mangé correctement, on a bien bu, on a bien rigolé, on a bien chanté et bien mangé. Et j'ai l'un de mes invités qui avait particulièrement abusé sur la quantité de choses qu'il y avait à manger. Et là, j'ai commencé de débarrasser des choses et je me souviendrai toute ma vie de la tête de l'un de mes meilleurs amis qu'il a fait quand il a compris que en fait j'avais ramené beaucoup d'autres choses. Et cet ami, c'est David qui est juste à côté de moi, mais je me souviendrai toujours de ta tête. Bonjour tout le monde, c'est encore moi. Effectivement, c'est moi, le David du 31 décembre 2019, qui était présent à ce réveillon chez Mélanie. Il faut savoir que l'année d'avant, 31 décembre 2018, Mélanie et son conjoint sont venus faire le réveillon du jour de l'an chez moi. Et que ce que je leur avais préparé à manger, enfin avec ma maman, avec toute ma famille, devait représenter en tout à peu près 20% de ce qu'il y avait uniquement à l'apéro chez Mélanie. Alors j'ai des photos. C'est un podcast, c'est dommage, c'est pas une vidéo YouTube. Si vous aviez vu tout ce qu'il y avait à l'apéro chez Mélanie ce jour-là,
Pour moi, c'était un banquet. J'avais peur qu'il y ait pas assez. Je te revois toujours qui avait fait un espèce de soleil là, en pâte feuilletée. C'est vrai, oui. Il y avait des quantités et des quantités de nourriture sur la table. Et moi, j'ai un problème, c'est que j'ai du mal, quand c'est un buffet à volonté, à me réfréner. Et là, on me passait les plats. Je mangeais. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Mais pour moi, bon, il allait peut-être arriver une petite glace pour finir et un café, et voilà. Et là, je vois Mélanie arriver avec un plat de charcuterie. Elle dit, et maintenant, c'est l'entrée. J'ai toujours une photo dans mon portable de cette entrée. Jambon cru, rillettes, etc. Et là, je vois tous les invités. Oh, génial! Et moi, je me dis, mais c'est une horreur. Ça ne passera pas. C'est impossible que quoi que ce soit rentre. J'avais trop abusé de ce qu'il y avait avant parce que vraiment, je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir tout ça. Et du coup, j'ai regardé ma compagne, j'ai regardé ma famille, mon frère, se délecter du jambon cru et du pâté, et moi en prendre un tout petit bout en me disant « Bon, quand même, je vais marquer le coup. » Après est arrivé, les amis, un plateau de fromage. Mais alors, du genre de plateau de fromage, je pense, aurait pu nourrir un pays du tiers-monde. Et encore après, en dessert, il y avait de quoi manger. Alors, j'ai eu une énorme frustration depuis 5 ans maintenant, enfin même 6, d'avoir vu tous ces plats et d'avoir trop mangé à l'apéro. Et ce qu'il faut savoir quand même, ce que Mélanie ne vous a pas raconté, c'est que à quelques heures du réveillon, tu as envoyé ton chéri en course acheter 100 gougères au fromage parce que soi-disant, j'avais peur qu'il n'y ait pas assez. Il n'y aurait pas assez. Alors, si un jour vous êtes invité chez Mélanie, sachez que prenez pas de petit-déj, prenez pas de repas de midi, et surtout, un plat peut en cacher un autre. Et ça, c'est quelque chose de très important. Allez, on arrive tout doucement à la fin du podcast. Et non, je n'ai pas oublié. Je sais que vous attendez tous la révélation. Qui était le personnel mystère du mois dernier? Souvenez-vous, il disait ça. Alors, j'ai peur d'un insecte en particulier. J'ai peur des tiques. Mais j'ai vraiment peur des tiques. Hein. Et donc, une fois, je suis parti en forêt avec un ami. Alors, est-ce que vous l'aviez reconnu? Je vous propose tout de suite d'écouter la révélation. Salut David, donc moi je vais te raconter ma peur. Alors j'ai peur d'un insecte en particulier, j'ai peur des tiques, mais j'ai vraiment peur des tiques. Hein. Et donc une fois je suis parti en forêt avec un ami, mais à ce moment-là j'y pensais plus du tout. Et dès qu'on est rentré en fin de compte dans la forêt, mes jambes, elles ont touché des feuillages. Et on était en short, c'était l'été. Et là, par réflexe, j'ai regardé mes jambes. Et j'avais des dizaines et des dizaines de tiques qui me grimpaient le long des jambes. Voilà. Et mon ami, c'était pareil. On était entré dans une forêt qui était bourrée, qui était infestée de tiques. Et là, on est ressorti et ça a été horrible pour moi parce que je voyais ces tiques qui montaient le long de mes jambes, qui grimpaient à une vitesse incroyable et j'en avais plein les jambes. Et ce jour-là, ça a encore plus renforcé ma peur des tiques et pour moi, c'est vraiment très très effrayant même de repenser à ces tiques parce que je trouve que c'est un insecte qui est effrayant, qui n'a aucune utilité sur Terre et à part sucer le sang des gens, voilà. Et oui, il s'agissait bien de Thierry Fulgence, notre super technicien en informatique adapté. Allez, je sais que le podcast a déjà été particulièrement long ce mois-ci, mais il n'empêche, je ne vais pas vous laisser sans un jeu. Ce mois-ci encore, vous allez devoir deviner quel est le personnel mystère qui se cache derrière cette voix. Lui aussi, il a une petite anecdote sur Noël à vous raconter. Nous sommes au mois de décembre, étant un éternel curieux, je veux absolument savoir quel cadeau je vais avoir pour les fêtes de Noël. Donc je décide discrètement d'aller fouiller la maison, jusqu'à ce que je trouve une grande armoire où j'ouvre la porte de la penderie de mes parents. Et il se trouve qu'en fait je me suis fait tomber l'armoire sur le coin du museau, et j'étais donc bloqué sous cette armoire, et j'ai donc dû appeler à l'aide à ma maman qui est venue m'aider et qui donc m'a pris la main dans le sac dans une position et une situation plus que bizarre. Donc voilà mon anecdote pour les fêtes de Noël.
Allez, ainsi s'achève ce podcast de près d'1 heure. Merci à tous les professionnels, à tous les jeunes qui ont participé. On vous souhaite évidemment, en anticipant un petit peu, de très très belles fêtes de fin d'année. Le numéro de décembre, il sortira bien. Notez bien, la date est un peu atypique. Il sortira le mercredi 31 décembre 2025. Et oui, à quelques encablures de la bûche, du réveillon de la Saint-Sylvestre, nous diffuserons bien ce podcast. Alors guettez Spotify, guettez YouTube, on vous promet un numéro spécial jour de l'an. On a déjà tourné une bonne partie de ce podcast, vous allez voir, on vous réserve encore plein de surprises. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur la longueur et à très vite pour le numéro 4 de Radio Charmette.